pouvoir comprendre les enjeux actuels qui courent entre patrimoine et rénovation énergétique, qui nous occupent en tant que professionnels, qui occupent les élus, qui occupent également les propriétaires de ce genre de bâtiments, et qui se posent plein de questions sur comment rénover ma maison pour avoir un meilleur confort thermique. Et bien, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'un monument historique. Donc c'est un bâtiment à qui l'on accorde une valeur patrimoniale, donc une valeur historique, artistique, culturelle. Et il s'agit notamment des maisons ou des appartements des centres-bourgs qui sont la préoccupation du projet d'Historéno. La prise en compte du monument historique apparaît vers 1420, dans le contexte des lendemains du Grand Schisme, et il faut attendre le XIXe siècle pour voir les premières mesures de protection du patrimoine en France. Donc cette période est fondatrice de la notion de conservation du patrimoine. C'est l'abbé Grégoire qui a parlé le premier de vandalisme. Il a écrit « Je crée le mot pour tuer la chose ». Et c'est en réaction au vandalisme que le patrimoine français va être pris en charge par une administration créée spécialement. Et de nombreux auteurs vont s'engager au cours du siècle pour la sauvegarde de cette histoire ancienne et la conservation du patrimoine. Et le plus connu, c'est Victor Hugo, qui met en valeur le Moyen-Âge à travers son ouvrage Notre-Dame de Paris, qu'il rédige en 1831. Et il va aussi s'engager très ouvertement pour la protection du patrimoine dans des pamphlets tels que Guerre aux démolisseurs, qui date de 1832. Quels que soient les droits de la propriété, la destruction d'un édifice historique et monumental ne doit pas être permise à ces ignobles spéculateurs que leurs intérêts aveuglent sur leur honneur. Il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde. C'est donc dépasser son droit que le détruire. Grâce à Victor Hugo et aux autres intellectuels qui se sont opposés à la destruction, la monarchie de Juillet va créer une commission des monuments historiques en 1830. Et cette commission va permettre d'entreprendre le sauvetage et la restauration de nombreux sites. Dans cette administration des monuments historiques, il y a des inspecteurs, et surtout Prosper Mérimée, qui vont dresser la liste des édifices selon leur degré d'intérêt et suivant l'urgence des travaux. Il y a essentiellement des monuments qui datent de l'époque romane et de l'époque gothique. Et c'est un homme en particulier, passionné pour le Moyen-Âge, qui va laisser sa marque et inventer cette nouvelle discipline qu'est la restauration. C'est Emmanuel Viollet-le-Duc qui dit « Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. » Ça soulève le problème de la doctrine de restauration, dont Viollet-le-Duc est opposé à celle de l'Angleterre, qui prône un historicisme conséquent. Et le grand représentant de l'historicisme anglo-saxon, c'est John Ruskin. Ruskin, lui, il dit que toute restauration est un mensonge. Donc voilà deux positions par rapport à la restauration du patrimoine. Et à la fin du XIXe siècle, l'hégémonie de la doctrine de Viollet-le-Duc va être ébranlée par une démarche beaucoup plus questionnante, plus nuancée et mieux informée. Et cette vision de la restauration, elle voit le jour au début du XXe siècle avec Alois Riegel. En 1902, il est nommé président de la Commission autrichienne des monuments historiques. Il est chargé d'ébaucher une nouvelle législation pour la conservation des monuments. Et en 1903, paraît Le culte moderne des monuments. C'est un ouvrage fondateur. Donc pour Alois Riegel, chaque témoignage d'activité humaine peut revendiquer une valeur historique. Alors il fait la distinction entre un monument délibéré, c'est-à-dire qu'on le construit pour qu'il reste dans notre histoire, qui va donc poser la distinction entre monument et monument historique, et il définit le monument historique par les valeurs. Il y a les valeurs liées au passé, les valeurs liées à l'actualité. Remémoration intentionnelle, il y a la valeur historique, la valeur d'ancienneté. Ça, c'est donc la patine du bâtiment. Et puis, côté actualité, donc il y a la valeur d'usage, valeur d'art relative et valeur de nouveauté. Donc, je leur donne à chacun un petit acronyme. VRI pour valeur de remémoration intentionnelle. Et une fois que c'est fait, eh ben, on peut supprimer tout ça pour être plus compact. Voilà, et je les organise de cette manière-là. Ça permet d'avoir les différentes valeurs et de se dire comment on est par rapport à cette valeur. En intervenant, on va faire bouger un petit peu les différentes choses.
Je voulais qu'on se reste devant ce bâtiment parce que c'est un confrère suisse qui travaille là et qui a fait le projet. Et donc ce projet est un bâtiment passif. Et vous voyez qu'on a des fenêtres, des portes complètement pourries. Pourquoi on arrive à faire du passif? Eh bien parce que l'efficacité du passif, elle n'est pas là, elle est 1 mètre plus loin. Vous verrez qu'il y a un sas et l'efficacité, elle est sur l'arrière, tout simplement. Le projet de l'architecte a fait qu'il a recoupé seulement visuellement la fenêtre en 3. Ça ne touche pas le verre, pas de part close. On a quelque chose qui est facile à nettoyer et qui va bien. Là, on est sur l'arrière du projet qu'on a vu tout à l'heure. Petite terrasse en R+1, valeur d'usage. Hein. En dessous, il y a du rangement, valeur d'usage aussi. Sous les combles, on a la ventilation double flux qui se trouve là en dessous. Parce que ventilation double flux, il y a, puisque c'est du passif. Pour rentrer un système de chauffage à distance, donc de conduite chauffage à bois. Et ce qui fait que maintenant toutes les maisons du centre sont raccordées. On a changé presque toutes les fenêtres. Isolation au plancher du sous-sol, plancher bas, plancher haut et puis fenêtres aux normes modernes. Le service de l'énergie a des exigences qui sont assez hautes et ça passe. Ici, ce bâtiment, le gros surcoût du projet, en fait, c'est les fenêtres bombées. Là, il n'y en a qu'une. Vous inquiétez pas, il y en aura partout. On a le plan de l'architecte. Toutes les fenêtres sont en triple vitrage et on rajoute dessus les fenêtres existantes avec les verres bombés. Donc il y a 4 niveaux de verre. Elles s'ouvrent vers l'intérieur, elles sont hyper lourdes. Par contre, tout l'immeuble a des fenêtres bombées.